Avenir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve non pas pour un épisode de Highlander, mais moi qui répare la série Highlander. Cela dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est très simple, on va essayer de prendre qu'est-ce qui a été fait avec Highlander, la série animée, et on va essayer de le réparer. Ça va être quelque chose, on a du travail, croyez-moi. Cela dit, pour faire ça, on va utiliser un outil que j'utilise régulièrement, j'ai nommé Miro. Si vous ne connaissez pas Miro, c'est une perle pour ce qui est de l'écriture narrative. Donc, en gros, ça permet d'organiser ses idées pour en faire éventuellement une trame narrative complète. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous recommande gratuitement de l'essayer. Il y a une version gratuite qui vous permet de créer, je crois, 2 tableaux comme ça, et comme vous voyez, on a de la place. Donc, c'est donc là-dessus que nous allons travailler. Mais avant de nous lancer dans le travail d'écriture, bon, honnêtement, j'ai déjà fait 99% du travail d'écriture, mais j'ai gardé quelques points que je vais pouvoir utiliser pour faire des démonstrations. Mais avant de faire ça, je m'étais imposé quelques règles. La règle numéro 1 étant que j'ai le droit de changer les événements de la série. J'ai également le droit de changer la structure de la série et j'ai le droit de briser le statu quo. C'était les gros reproches que j'avais à faire dans la série par rapport au statu quo. Autrement dit, c'était littéralement à la fin de chaque épisode, il fallait qu'on se retrouve avec un statu quo, ce qui annulait littéralement tout ce qui s'était passé dans l'épisode et ça fait des séries horriblement emmerdantes. Cela dit, je me mets quand même aussi certaines limitations. Je dois faire avec le world building qui a été fait pour la série. Et aussi dans le canon de la série Highlander, donc les films et la série live. Je dois également conserver les personnages importants de la série, je reviens dans une seconde, mais je peux quand même changer leur arc narratif, leur histoire globale, modifier un peu leurs caractéristiques. Vous allez voir, ça a son importance. Je dois aussi conserver, les créatures qui sont présentes dans la série. Je suis même, obligé de leur trouver une explication. Oui, ça peut être un petit peu plus difficile, mais je crois que j'ai trouvé quelques pistes intéressantes. On en parle bientôt. Donc, les personnages principaux qu'on va utiliser, il y a Quentin, que nous connaissons tous. On a également excusez-moi, je vais faire un peu de montage, je vais juste aller chercher Ramirez. Dans les personnages principaux que nous connaissons déjà, nous avons Quentin, évidemment, le personnage principal de la série, le fameux Highlander. On a Ramirez. Pardon, pas le Highlander, celui qui vit sur les hautes terres. Ouais, on se rappelle de la tradition. On a également Ramirez, qu'on va garder. On a Clyde, qui va probablement être le personnage qui va avoir le plus de changements. Je vous tiens au courant dans quelques instants. On a également Gull, qu'importe ce qu'est cette créature, on en reparle dans quelques instants aussi. On a Malone, oui, Malone sera un des personnages principaux. On a Arak. On a Asclepios. Et finalement, le dernier non le moindre, le méchant parmi les méchants, j'ai nommé Cortan. Pour les autres personnages, je vais pas les nommer directement, mais ils seront bien présents dans la série. Cependant, comme ce qu'on fait, c'est pas une description épisode par épisode, mais un exercice de showrunning, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vous allez voir, ça va marcher quand même. Premier arrêt, le world building. Bon, je vais pas refaire l'univers narratif au complet de Highlander parce qu'on va se baser énormément sur la série, mais je voudrais clarifier quelques points importants pour avoir un univers qui va être cohérent du début à la fin. La grande catastrophe, il faut choisir une date, on va la placer à 2172. Pourquoi? C'est un chiffre comme un autre, je l'ai pris au hasard, tout simplement. Pour ce qui est de la naissance de Quentin, on va la placer à 2872, soit 700 ans après la grande catastrophe. J'aurais pu prendre un chiffre un peu moins rond, mais j'aimais le côté symbolique du 7 siècle. Pour la naissance de Clyde, on la place environ 7 ans plus tard, à 2879, c'est-à-dire 707 années après la grande catastrophe. Au début de l'histoire, on va donc s'entendre que Quentin a environ 17 ans et Clyde environ 10 ans. La grande catastrophe, c'est un astéroïde qui est tombé sur la Terre, c'est établi dans le dessin animé. Cela dit, on ne dit jamais où est-ce qu'il est tombé. Eh bien, moi, j'ai décidé que ce sera en mer Méditerranée.
Il faut cependant parler de Cortane parce que bien qu'il soit immortel, ça ne lui donne absolument pas le pouvoir de régner sur l'humanité. J'ai donc choisi de hisser Cortane au pouvoir dans un pays qui existait avant la grande catastrophe, et j'ai choisi la Russie. Pourquoi? Juste une question géopolitique actuelle. Ça me permet de glisser certains messages. Donc, au moment où arrive la grande catastrophe, il y a déjà des moyens financiers et matériels pour construire sa nouvelle cité-État dans les Highlands. C'est Mogonda qui va installer environ juste ici dans les Highlands. Pourquoi s'installer dans les Highlands? Simplement pour avoir un accès à la mer. Vous allez voir que ça va avoir son importance. Maintenant, parlons un peu géopolitique. Le monde est constitué maintenant de plusieurs nations principales, parce qu'on peut pas s'arrêter à Cortane dirige la planète au complet, je trouve pas ça crédible. Cortane va donc régner sur une grosse partie de l'Europe, la Russie et une partie de l'Asie. C'est ce qu'on va appeler la Nouvelle Eurasie. Les Amériques Nord et Sud sont dirigées par la famille Musk, lignée descendue directement d'Elon Musk qui vont finir par intégrer une branche de la famille Trump autour de 2132. L'Afrique, de son côté, est constituée d'un ensemble d'États d'allégeance variées qui me permettra de critiquer légèrement le néocolonialisme qui a lieu en ce moment. Il y a quand même une petite partie de l'Europe qui est encore libre, entre guillemets, mais c'est surtout une démocratie vacillante qui est souvent alignée sur les choix de Cortane. Pour l'Asie, si on exclut les pays qui se sont ralliés à la nouvelle Eurasie, il reste quand même 2 pays séparés. On a la Chine qui est devenue un allié de la nouvelle Eurasie et le Japon qui essaye de rester non aligné. Si vous voulez voir l'étendue de l'empire de Cortane, ça ressemble à ça. Précisons un détail important, la mer Méditerranée s'est asséchée à cause de la grande catastrophe et la baisse du niveau des eaux a également asséché une partie de la mer Celtique. C'est pour ça que Cortane a construit Mogonda dans les hautes terres d'Écosse. Ça lui permettait d'avoir accès à l'océan. Et en bonus, ça lui permettait d'entrer en croisade pour éliminer les Macléodes. On va terminer le world building en parlant des créatures parce que c'est un des points qui m'agaçait le plus dans toute la série. Tout d'abord, les Gavars, les espèces de Dun Wish de Star Wars, là. Ça. Alors j'ai décidé que ce serait un Jetator qui a modifié génétiquement des kangourous pour les rendre capables de courir au lieu de sauter afin d'aider les hommes à se déplacer dans un monde post-apocalyptique. Alors les Grants, comme Goyle, là, ça, eh bien, ce sont des singes qui ont muté à cause des radiations. Bon, je le sais, ça a l'air bizarre, mais je vous explique. Alors, ces bestioles sont originaires de Pripyat. Oui, Tchernobyl. Après la grande catastrophe, le sarcophage de Tchernobyl s'est effondré, laissant fuir des radiations. Ce faisant, une espèce de singe qui a migré de l'Afrique vers le nord à cause de la grande catastrophe ont commencé à muter au moment où ils sont arrivés à Pripyat. Et avec le temps, ils ont fini par ressembler à ce truc-là. En passant les plantes carnivores et les fourmis géantes, on va garder la même explication. Finalement, je le sais, vous les attendiez, les fameux bonhommes bleus. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Alors pour eux autres, je me suis pas compliqué la vie, c'est simplement des peintures de guerre pour les tribus qui habitent maintenant le désert qui a remplacé la mer Celtique. On rentre dans les éléments intéressants, on va parler de l'histoire, mais d'abord, je vous explique c'est quoi ce petit schéma-là. Alors, ce schéma, je le tire directement de mon livre Le Petit Guide Photo Cinéma. Rassurez-vous, c'est pas une pub, je vous embête pas trop longtemps avec ça. En bas, j'y ai mis le paradigme de Sydfield et en haut, la courbe en forme de baleine, eh bien, ça représente la tension dramatique. La tension dramatique, si je résume, c'est à quel point le récit est prenant. Si vous voulez un outil un peu plus objectif pour calculer la tension dramatique d'un récit, je vous recommande de lire Méthodologie du scénario de Sylvain Rigolo. En gros, il avance que la tension dramatique, c'est le nombre de questions laissées sans réponse. Et en se basant sur le film Titanic, ça ressemble à ça. Maintenant, pour le paradigme, on va regarder ça de plus près. Habituellement, ce modèle-là est utilisé pour créer des films, donc soyez pas surpris, il va falloir l'adapter un petit peu. L'accroche, ce sont les 10 premières minutes de votre œuvre. C'est le temps dont vous disposez pour rendre le public captif. Autrement dit, l'intéresser à votre histoire. L'élément déclencheur, c'est simplement un événement qui va mettre votre personnage principal en mouvement. Souvent, les gens pensent que c'est un événement hyper important dans l'histoire, alors qu'il passe souvent inaperçu. Par exemple, dans Jurassic Park, c'est simplement le moment où Hammond arrive en hélicoptère. Le pivot 1, c'est un point de non-retour. Autrement dit, à partir de ce moment-là, les personnages ne le savent pas encore, mais ils peuvent plus faire machine arrière. Toujours dans Jurassic Park, c'est à ce moment-là que l'hélicoptère fout le camp et qu'ils sont coincés sur Isla Nublar. Le pincement 1, ça se résume à une rencontre avec l'antagonisme. Oui, l'antagonisme, pas l'antagoniste. C'est-à-dire toutes les forces qui vont s'opposer aux personnages principaux pour les empêcher d'atteindre leur but. En bref, c'est à ce moment-là que les personnages apprennent qu'est-ce qu'ils risquent s'ils continuent leurs aventures, mais ça tombe mal parce qu'ils peuvent plus faire machine arrière, ils ont déjà passé le pivot 1.
On arrive au point médian qui est un chamboulement des rapports de force dans notre histoire. Autrement dit, c'est un événement qui vient mélanger les cartes entre le héros et le méchant. Bon, c'est un peu résumé, mais ça ressemble à ça. Vous voulez un exemple? Dans Hook de Steven Spielberg, c'est à ce moment-là que le capitaine Crochet a une idée géniale, faire en sorte que les enfants de Peter le considèrent comme leur propre père. Crochet, pas Peter. Le pincement 2, c'est à ce moment-là que le héros apprend que les cartes ont été mélangées. Pour reprendre l'exemple de Hook de Steven Spielberg, c'est à ce moment-là que Peter entend Crochet appeler Jack « mon fils ». En bref, c'est un peu comme une mise à jour du pivot 1. Le héros apprend c'est quoi les nouveaux risques qu'il encourt en poursuivant son aventure. Le pivot 2, c'est un autre point de non-retour. C'est à ce moment-là que le héros n'a plus le choix, il doit foncer et affronter les forces qui s'opposent à lui. La tension dramatique va alors monter jusqu'au point climax, moment où le héros peut tout gagner ou tout perdre. On a alors une baisse de la tension dramatique pour arriver à la résolution. On a atteint un nouvel équilibre, le héros a gagné, il a perdu, peu importe, l'important c'est qu'on retrouve une nouvelle stabilité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour réparer Highlander, la série animée? Alors tout d'abord, j'ai décidé de séparer la série en 3 saisons de 7 épisodes. La série au complet va suivre le paradigme de Sid Field, et chaque saison va être une espèce de microcosme du paradigme de Sid Field à elle toute seule. De cette façon, si je dois arrêter la série à la fin de la saison 1, c'est encore possible parce que j'aurai un arc narratif complet de bouclé. J'ai aussi fait quelques choix intelligents, je vous en reparle dans quelques minutes. Donc, on va commencer maintenant avec la saison 1. Alors, l'épisode 1, ça sert surtout d'exposition et à créer le world building. Ici, déjà, je vais modifier quelques trucs. Tout d'abord, je veux que la mère biologique de Quentin abandonne Quentin à Ramirez. Pourquoi? Parce que ça me permet d'expliquer que Cortana essaie d'exterminer tous les Macléodes. Afin de protéger le gamin, Ramirez va donc l'amener chez les Dundee en espérant que ce soit bien un futur immortel. Le reste de l'épisode va principalement montrer la vie quotidienne de Quentin et de Clyde. On va aussi avoir la fameuse scène qu'on avait dans un flashback où est-ce que Quentin rencontre pour la première fois Ramirez. Bon, la première fois, il l'a déjà vu, mais il s'en rappelle pas, il était bébé. L'épisode va se terminer sur l'arrivée des troupes de Mogonda dans le village des Dundee. Le deuxième épisode, c'est principalement une bataille où est-ce que Quentin va se faire tuer par Arak et il va évidemment ressusciter. Cependant, il va se réveiller dans un village où est-ce qu'il est entièrement seul et il va rencontrer une nouvelle fois le fameux Ramirez. Maintenant, je m'étais laissé une petite porte ouverte ici pour vous expliquer 2-3 trucs. Je pose donc la question, pourquoi Clyde n'a pas été enlevé? Alors, pourquoi j'ai pas terminé cet arc narratif-là? Eh bien, simplement parce que ça va me permettre de vous montrer comment je travaille quand je crée une histoire. Globalement, comme vous le voyez, mon histoire est assez intriquée. Donc, j'ai des éléments qui se connectent entre eux, j'ai des éléments importants, j'ai des trames secondaires en haut, mais j'ai aussi des endroits où est-ce que je peux me poser des questions et me rendre compte qu'il y a une faille dans mon récit. Plutôt que de voir ça comme un problème, je vois ça au contraire comme une opportunité. Ben oui, si moi, comme auteur, je me pose une question, ça veut dire que j'ai l'occasion rêvée pour faire monter une tension dramatique. Ben oui, rappelez-vous Sylvain Rigolo. En effet, ce sont des questions restées sans réponse qui me permettent de faire monter la tension dramatique. J'ai une occasion en or de la faire monter ici. Cependant, il va falloir que je reformule un peu cette question-là. La question n'est donc pas de savoir pourquoi Clyde n'a pas été enlevé, mais plutôt de savoir mais qu'est-ce qui est arrivé à Clyde? On va donc prendre ma question, la changer de couleur pour dire qu'elle est particulièrement importante et la remplacer par la question « Qu'est-il arrivé à Clyde ?» Cette question-là est appelée à devenir le cœur de mon épisode parce que oui, on a la guerre, mais ça va durer quoi? 5-10 minutes gros maximum. Après ça, il faut que Quentin ait une quête, celle de retrouver sa sœur. Et la réponse vient assez naturellement, Ramirez l'a caché des Hunters. Alors, avec tout ça, on a de quoi faire un bon épisode. On a la bataille qui sert d'accroche, la mort de Quentin qui peut faire soit office de pivot 1 ou d'événement déclencheur, ou même de pincement à la limite si on veut. On a aussi le mystérieux individu qui vient enlever Clyde, et finalement la quête de Quentin pour retrouver sa sœur. Ce qui mène ultimement à la rencontre entre un Quentin maintenant immortel et Ramirez. On arrive maintenant à l'épisode 3 où Quentin doit maintenant libérer les Dundee qui ont été enlevés par les troupes de Mogonda. Alors ici c'est très simple, on a un épisode d'infiltration où est-ce que Quentin arrive à Mogonda et arrive à libérer les Dundee in extremis avant qu'ils rejoignent les turbines. Donc de ce côté-là, ce sera un épisode très classique, pas compliqué à faire, mais on va rajouter quelques informations importantes pour la suite. Tout d'abord, après que Quentin et Ramirez aient libéré les Dundee, ils vont se retrouver face à Cortana qui va tuer un immortel devant eux. Et ça va amener un événement important.
le premier quickening dont Quentin va être témoin. Et là, je vais adapter quelques règles. On se retrouve donc dans une situation où est-ce qu'on a 4 immortels au même endroit. Cortane, Ramirez, Quentin et lui. De mémoire, je pense qu'il s'appelle Angus dans la série. Sachant ce qui va lui arriver, j'ai quasiment le goût de le renommer Steak Angus. Toujours est-il que Quentin et Ramirez sont témoins de la bataille entre Angus et Cortane. Comme Angus est un Jettator et qu'il ne peut pas battre Cortane, eh bien, l'inévitable arrive et il est décapité. Cependant, il se passe quelque chose d'un petit peu spécial. Habituellement, quand un immortel décapite un autre immortel, il récupère sa puissance. C'est ce qu'on appelle le quickening. Mais, cette fois-ci, ce ne sera pas Cortane qui va recevoir le quickening. Non, pas de bras, pas de chocolat. Non, j'ai décidé que ça allait être Ramirez. Je sais. Techniquement, s'il y a plusieurs immortels au même endroit, quand il y en a un qui est décapité, ils vont se partager le quickening. Mais, faut que j'adapte un petit peu l'histoire, et ça va avoir son importance. L'élément central de l'épisode 4, l'épisode suivant, c'est l'obtention de Quentin de son premier quickening, qui va lui donner la connaissance de l'utilisation des satellites. Mais je voudrais une partie qui soit un peu plus introspective et un peu plus lente. Ça va me permettre de diluer tout au long de l'épisode un gros chunk d'informations importants. Mais oui, on s'entend, Quentin vient d'être témoin de son premier quickening. Il a vu Ramirez souffrir, il comprend pas ce qui se passe, il faut lui expliquer. Cependant, ça, je vais le laisser dans l'épisode 4 plutôt que de le condenser à la fin de l'épisode 3. Ça permet de garder des questions ouvertes. Vous vous rappelez, tension dramatique. Donc, comme on est en mode showrunning, je vais vous expliquer très rapidement qu'est-ce qui s'est passé. En gros, Ramirez va expliquer qu'il y a une raison pour laquelle les immortels se battent généralement un contre un. C'est pour faire en sorte que le perdant soit forcé de transmettre son pouvoir, le quickening, au vainqueur du combat. Un petit peu comme si ça relevait d'un choix. Il accepte de reconnaître sa défaite et de transmettre son pouvoir au gagnant du combat. Donc, pourquoi ça c'est particulièrement important dans ma version? Eh bien simplement parce que c'est ça qui va me permettre d'expliquer pourquoi les Jettators peuvent transmettre leurs connaissances à Quentin et devenir mortels. Oui, parce qu'en fait, quand ils sont décapités, ils n'ont simplement pas le choix. Ils doivent transmettre leur pouvoir à quelque part. Le gagnant du combat étant l'immortel le plus proche, eh bien, ça lui revient de droit. Mais s'il y a plusieurs immortels, ça peut poser problème. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait 4 immortels au même endroit permet à Ramirez de récupérer à lui tout seul le quickening de Angus. Bon, là je le sais, ça fait très dense comme information, mais dilué au cours d'une demi-heure, ça devrait passer. Cependant, il va y avoir un élément qui va changer un petit peu la donne. Ben oui, on est au point milieu, il faut changer le rapport de force. Oui, Quentin réussit à récupérer la connaissance de l'utilisation des satellites, mais Cortane, lui, de son côté, réussit à mettre la main sur des plans. Et ça, Quentin ne le sait pas encore. On arrive à l'épisode 5 de la saison 1, où Quentin, Clyde et Ramirez découvrent qu'une base de lancement de satellites est en construction à côté de Mogonda. Cependant, on a un petit problème parce que je n'ai pas trouvé d'intrigue principale pour cet épisode-là. Et ça tombe bien parce que je voulais justement vous expliquer comment on pourrait trouver une intrigue principale. La première étape, comme on est dans une série, on a déjà un point de départ et on sait vers quoi il faut s'en aller. Le point de départ, c'est que Quentin a récupéré la connaissance de l'utilisation des satellites. Mais après 700 ans, il n'y en a plus un seul qui est fonctionnel et utilisable. Et le point d'arrivée pour l'épisode, c'est qu'ils doivent à tout prix apprendre que Cortane est en train de se construire une tour de lancement pour créer ses propres satellites. Souvent, c'est dans ce genre d'épisode-là qu'on mettrait un filler. Mais, comme on a seulement 7 épisodes par saison, je ne veux pas gaspiller un épisode complet pour une histoire qui mène nulle part. Il faut donc quelque chose qui fasse avancer mon univers narratif. Et c'est à ce moment-là que mon world building peut devenir particulièrement utile. En allant voir les éléments de mon world building, on peut regarder qu'est-ce que j'ai pas utilisé jusqu'à présent. Et en ce moment, il y a eux autres qui me sautent aux yeux. Comme je viens juste de travailler sur l'ensemble de la série, je le sais que eux autres, je les ai pas placés nulle part, ça peut donc être un élément intéressant à utiliser. Je dois donc trouver un moyen de relier le début de mon histoire à ces tribus qui vont me permettre d'amener l'histoire jusqu'à la fin de ma narration. Donc, c'est fait un petit peu rapidement, mais voici ce que ça me donne.
L'épisode commence sur un Quentin qui est un petit peu frustré d'avoir fait tant d'efforts pour obtenir une connaissance, mais complètement inutile. Mais oui, les satellites, ça fait 700 ans qu'ils n'ont pas été utilisés, ils sont irrécupérables. Cependant, nos héros doivent regagner les hautes terres d'Écosse parce que cette connaissance-là, Quentin y a été jusqu'en France pour la récupérer. Ils doivent donc traverser le désert de la Manche. Et oui, vous vous rappelez, maintenant la Manche est asséchée, il n'y a plus d'eau. C'est à ce moment-là que notre tribu de schtroumpfs géants peuvent leur venir en aide. En effet, ils peuvent les aider à traverser la Manche beaucoup plus rapidement, surtout que les anomas, les fourmis géantes, sont très présentes dans le désert. Voyez à quel point c'est utile de faire son world building? Mais malheureusement, nos héros sont arrêtés par la mousson et un orage, mais terrible. Ils sont donc contraints à rester avec la tribu qui vont pratiquer pour l'occasion un petit sacrifice humain des familles. Quentin, lui, il est pas du tout fan. Ramirez, lui, se dit on devrait peut-être pas intervenir, mais c'est plus fort que Quentin. Il va essayer de sauver la jeune fille qui est menacée de mort. Cependant, ça leur permet pas de devenir très amis avec les membres de la tribu et ils doivent maintenant fuir parce qu'ils sont plus les bienvenus. Ils arrivent alors aux hautes terres d'Écosse et ils sont témoins de quelque chose d'un peu inusité, une grosse construction en cours près de Mogonda. Ramirez et Clyde, eux autres, ne sont pas sûrs de savoir qu'est-ce qu'ils regardent, mais Quentin, lui, il le sait. C'est une tour de lancement pour satellite. Alors, en quoi cet épisode-là fonctionne relativement bien? Eh bien, c'est très simple. La frustration qu'on a au début de l'épisode pour Quentin, elle trouve son écho à la toute fin. On a ici ce qu'on appelle une préparation et un paiement. Je prépare le spectateur à ce que la connaissance de l'utilisation des satellites soit utile éventuellement, avec la frustration de Quentin au début de l'épisode. Et à la fin, effectivement, ça lui est utile parce qu'il sait, lui, qu'est-ce qui se trame à Mogonda. Cortan veut sa flotte de satellites. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu résumé, mais en gros, c'est comme ça que je me prendrais pour créer une trame narrative pour un épisode. On arrive maintenant à l'avant-dernier épisode de la saison 1, et l'heure est grave. Imaginez un peu si Cortan avait sa propre flotte de satellites. Il pourrait traquer le Highlander où il veut et l'attaquer du haut des airs n'importe quand. Ça, c'est pas bon. Quentin et Ramirez doivent donc intervenir. L'épisode 6 va donc leur permettre d'infiltrer Mogonda et d'aller investiguer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est à ce moment-là qu'ils vont avoir la confirmation. Cortan veut bien utiliser les satellites pour détruire le Highlander. L'épisode 7 commence sur un petit problème. Il pourrait détruire la tour de lancement, mais Cortan a les plans pour en créer autant qu'il veut et ce, n'importe où dans la Nouvelle-Eurasie. Par conséquent, Quentin, lui, va récupérer les plans pour les détruire une bonne fois pour toutes, tandis que Ramirez, lui, redevient officiellement Monsieur Bombe et va aller faire sauter la tour de lancement. Par conséquent, pendant que Quentin, lui, reste à Mogonda pour détruire les plans de la tour de lancement, Monsieur Bombe, c'est-à-dire Ramirez, lui, va faire sauter la tour de lancement. Cependant, je ne vous ai pas tout dit. Pour l'épisode 6 et 7, on va avoir une trame secondaire. Afin de protéger Clyde, Quentin et Ramirez la confient à un Jetator. Cependant, pendant qu'eux autres se concentraient sur la tour de lancement, Gull fait une fugue et Clyde part à sa recherche. Et malheureusement, elle finit par se faire enlever par des Hunters. La saison 1 se termine donc sur Quentin et Ramirez qui découvrent Goyle blessé et laissé pour mort, et ils soupçonnent que Clyde a subi le même sort. Et ceci est ce qu'on appelle un cliffhanger. Mais rassurez-vous, je ne suis pas sur Netflix, vous avez la suite immédiatement. La saison 2 commence sur un épisode qui est dédié entièrement à Clyde. Elle se retrouve parmi les esclaves à Mogonda et elle tente de s'échapper. Malheureusement pour elle, ça ne marchera pas. Cependant, c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer un nouveau personnage. J'ai nommé la clé humaine, Malone. L'idée ici, ça va être de donner un arc narratif intéressant au personnage de Malone. Au départ de la saison 2, il a une fidélité infaillible à Cortan. Cependant, pendant que Clyde essaye de s'échapper, elle rencontre Malone. Et celui-ci est tout simplement horrifié de voir qu'une enfant soit traitée comme une esclave. Comprenez bien, Malone a aucun respect pour lui-même. Lui, être traité comme de la merde, il s'en fout. Mais de voir une pauvre gamine qui subit un sort aussi inhumain, et il aime pas beaucoup ça. Il va donc choisir d'essayer d'aider Clyde comme il le peut. Il va lui permettre d'échapper aux turbines et ou à la mort parce que, bon, les enfants sont pas particulièrement utiles aux turbines, donc souvent Cortan fait juste des et il va en faire une espèce d'esclave personnel de Cortan. Comprenez, genre apporter son café le matin, ce genre de choses-là. On va rester clean.
On va aussi voir un autre nouveau personnage dans cet épisode-là, mais ce sera seulement quelques scènes. On va l'introduire très légèrement, le personnage d'Asclepios. Et ici, on a quelques modifications à faire. J'aime beaucoup l'idée de la rivalité entre Arak et Asclepios. Cependant, les deux personnages restent figés dans le marbre, ils n'évoluent jamais. Du moins, c'était le cas dans la série originale. Moi, ce que je propose, c'est que dans la saison 1, Arak était déjà un vieux capitaine. Il est expérimenté, il a beaucoup de respect, mais il est un peu rigide dans son comportement. Asclepios, au début de la saison 2, c'est un jeune fonctionnaire. Il a de l'ambition, il veut monter les échelons. Et il veut les monter rapidement. Il va donc s'installer une certaine animosité entre les deux. Bon, on s'entend, dans la série originale, il était relativement âgé, moi je le veux plus jeune. Il faudra donc établir une trame secondaire tout au long de la deuxième saison, où est-ce qu'on verra des affrontements réguliers entre Asclepios et Arak. Mais on va pas se concentrer là-dessus parce qu'il faudrait littéralement écrire le scénario de chaque épisode, c'est pas ça qu'on fait pour l'instant. Oui, pour la vidéo, j'ai juste créé une trame principale pour la série, on va pas vraiment faire de scénarisation. Épisode 2 de la saison 2, 7 années ont passé, Quentin croit que Clyde est morte et enterrée depuis très longtemps et il a un petit peu de mal à faire son deuil. Bon, on s'entend, c'est normal. Il est devenu un peu plus dur, un petit peu plus amer, un petit peu plus désillusionné. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un homme qui a lui aussi perdu sa fille aux mains des Hunters et il croit qu'elle est encore en vie. Motivé par l'idée de peut-être pouvoir retrouver sa sœur ou à tout le moins diminuer la douleur qui l'habite, il va essayer d'aider cet homme-là à retrouver sa fille. Si ça vous dit quelque chose, c'est que je me base sur un épisode qui existe dans la série originale. L'épisode, cependant, il va pas aller beaucoup plus loin que ça, il va juste promettre à l'homme de l'aider à récupérer sa fille. Pourquoi? Parce que je veux quand même un épisode de setting pour Quentin pour pouvoir le replacer un petit peu dans son univers maintenant que 7 années ont passé. Dans l'épisode 3, Quentin Ramirez et le personnage qui a perdu sa fille se rendent à Mogonda. Petite information importante à ce moment, Cortane devient de plus en plus paranoïaque. Donc, les personnages ne peuvent plus passer par les souterrains comme il avait l'habitude de le faire parce que cette faille-là a été colmatée. Pendant qu'ils essaient de sauver la fille du personnage, Quentin apprend que la plupart du temps, les enfants sont tués à leur arrivée à Mogonda parce qu'ils sont pas particulièrement utiles pour le fonctionnement des turbines. Il comprend donc que sa sœur est possiblement morte. Notez que pour l'instant, le spectateur non plus ne sait pas si Clyde est encore en vie. Mais oui, il y a eu un saut de 7 ans dans le temps, il peut s'être passé n'importe quoi avec elle. Cependant, quand Quentin et Ramirez arrivent à sauver la fille de leur compagnon, eh bien, elle leur apprend que Clyde a survécu. Et c'est également de cette façon que le spectateur va l'apprendre. Épisode 4 de la saison 2, on commence sur la trame secondaire. Cortane est agacé par le comportement d'une esclave et il essaie de la tuer. Cependant, Malone arrive à l'en empêcher in extremis, et pour cause parce que l'esclave en question, c'est Clyde. Cortane lui annonce donc que s'il tient tant que ça à la vie de cette esclave, eh bien, il va devoir la former parce que c'est elle qui va le remplacer comme clé humaine. Bon, on s'entend, Malone, lui, il a aucun respect pour lui-même, il se fout de comment Cortane le traite. Mais il sait qu'est-ce qu'il va attendre Clyde si elle prend sa place. Et il aime pas l'idée, mais pas du tout. J'aime pas du tout. De leur côté, Quentin et Ramirez sont en désaccord. Quentin, lui, il veut aller sauver Clyde. Ramirez, lui, il voit pas les choses de cette façon-là. Dans sa tête, Quentin, lui, doit se concentrer sur l'obtention des connaissances des Jetators. Pourquoi? S'il arrive à se débarrasser de Cortane, il va sauver l'humanité et Clyde par la même occasion. Quentin, lui, de son côté, il a pour dire que ça peut prendre très longtemps et il sait pas si Clyde va rester en vie jusqu'à la fin de son combat. L'épisode 4 sera donc divisé entre deux trames narratives. D'un côté, on a Malone qui doit lutter intérieurement entre sa loyauté infaillible à Cortane et son envie de sauver Clyde. Et d'un autre côté, on a Ramirez et Quentin qui ne s'entendent pas sur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Au début de l'épisode 6, cependant, ils arrivent à un compromis. Sur le chemin de Mogonda, il y a un Jetator spécialisé dans les tactiques militaires. Avec sa connaissance, il y a des chances pour que Quentin arrive à sauver Clyde sans trop endommager sa quête principale. Mais avant d'arriver à retrouver ce Jetator, ils sont rejoints par Malone. En effet, comme il n'arrivait pas à supporter l'idée que sa protégée devienne la nouvelle clé humaine de Cortane, il est sorti en douce puis est parti rejoindre Quentin et Ramirez. Et quand Quentin apprend ce qui attend sa sœur, c'est-à-dire devenir amnésique, oublier son histoire et perdre complètement sa personnalité, il sait qu'il doit passer à l'action. Il attend que Ramirez tombe endormi et il part avec Malone pour Mogonda. De retour à Mogonda, Malone doit retrouver Cortane pour pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Quentin, lui, il doit trouver des alliés. Et c'est à ce moment-là que Ramirez le rattrape et il n'est pas tout à fait content. Bon, ok, ils sont à Mogonda, ils doivent agir, il n'a plus le choix, mais c'est lui qui dirige l'opération. Et pour ce faire, il va permettre à Quentin de rejoindre la résistance à Mogonda.
Vous vous rappelez ce genre de scène-là? Hey, je suis désolée, mais cette pièce n'a plus cours dans le monde des déshérités. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. Comme quoi, oui, il y a des trucs récupérables dans la série. L'épisode 7 de la saison 2 est centré sur le sauvetage de Clyde. Quentin et Ramirez ne peuvent pas agir directement parce que Cortane va sentir leur présence. C'est donc la résistance qui va devoir faire le gros du travail. L'idée ici, ce sera de permettre à Clyde de s'éclipser de son travail pendant que Quentin et Ramirez vont pouvoir l'extirper de Mogonda. Mais malheureusement, des espions d'Asclepios vont rapporter le plan à ce dernier. Il va donc apprendre lui-même à Cortane qu'il y a des immortels à Mogonda. Mais Arak, lui, il n'entend pas de cette oreille. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'Asclepios a essayé de passer par-dessus lui pour obtenir les faveurs de Cortane. J'aime pas du tout. Et cette information-là va nous être utile dans quelques instants. Cortane laisse Clyde s'enfuir. Il attend qu'elle soit auprès de Quentin et de Ramirez pour les rejoindre et se retrouver face à eux. Il est donc en position de force. Ramirez ne peut pas le combattre sans perdre et Quentin est sous-entraîné. Mais Arak, ça, il ne le sait pas parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est arrêter lui-même les immortels et les livrer à Cortane. Il va donc activer l'alarme et lancer le confinement des secteurs de Mogonda. Quentin, Ramirez et Clyde réussissent à sortir du secteur juste avant que la porte se referme et Cortane ne peut plus les atteindre. Cortane, lui aussi, est coincé dans un secteur, il peut pas sortir et il est pas tout à fait content. Nos héros arrivent donc à sortir de Mogonda et ils sont rejoints rapidement par Malone qui déserte son poste. Et nous en sommes à la fin de la saison 2. La saison 3 commence par un petit épisode de world building et de mise à jour. Il faut dire que 50 ans se sont passés. Clyde approche maintenant de 70 ans et Quentin, lui, il a pas changé. Il est immortel, il restera éternellement jeune. Alors que sa sœur grandissait, se mariait, avait des enfants, puis des petits-enfants, lui poursuivait sa quête. Clyde s'est installé dans un petit village très tranquille, elle a changé de nom pour pas être reconnue, et Quentin s'est assuré de ne jamais dire à la famille de Clyde qu'il était son frère et qu'il était immortel. Faut quand même les protéger un peu. Malone est resté proche de Clyde, les enfants et les petits-enfants de Clyde l'appellent Oncle Malone, bref, tout va bien pour eux dans le meilleur des mondes. Au début, quand Quentin passait voir sa sœur, il se faisait passer pour un cousin éloigné, puis pour le fils de ce dernier, mais éventuellement, il a dû prendre un peu ses distances parce qu'il voulait pas attirer l'attention sur sa sœur. Elle avait déjà assez vécu d'épreuves à Mogonda, il voulait pas lui en imposer davantage. L'épisode 1 de la saison 3 va quand même permettre à Quentin d'obtenir la connaissance du Jetator de l'illusion. À l'épisode 2 de la saison 3, Quentin n'a plus que 2 Jetators à rejoindre. Le premier, c'est celui de la science militaire. Vous savez, celui dont il n'a pas récupéré la connaissance dans l'épisode 5 de la saison 2 parce qu'il a préféré aller sauver sa sœur. Et le deuxième, c'est celui de la médecine. Oui, je le sais, dans la série originale, c'était le premier Jetator qu'il rencontrait, mais je trouvais que c'était plus intéressant ici. Vous allez voir pourquoi bientôt. Comme Quentin croit que la science militaire va lui être beaucoup plus utile pour combattre Cortane, c'est vers celui-là qu'il se tourne. Cependant, à son arrivée, il a une mauvaise surprise. Les troupes de Mogonda sont déjà présentes. Encore pire, le Jetator décide de rejoindre les rangs de Cortane. Il est donc accompagné à Mogonda pendant que Quentin et Ramirez retournent bredouille auprès de Clyde. Mais rassurez-vous parce qu'il y a quand même un peu de justice. À son arrivée à Mogonda, il est tué par Cortane qui voulait juste récupérer sa connaissance. Ouais, c'est qui? C'est le capitaine Gros-Chat. L'épisode 3 de la saison 3 va être particulièrement triste. À son arrivée au village, Quentin apprend qu'il y a une vague de peste et sa sœur est gravement malade. Il va donc se précipiter auprès du Jetator de la médecine pour récupérer sa connaissance, mais à son retour, malheureusement, Clyde est parti. C'est donc le décès de Clyde Dundee. Oui, Ramirez va compatir, mais il va rappeler à Quentin que c'est la malédiction des immortels. Voir tous ceux qu'ils aiment partir les uns après les autres. Épisode 4 de la saison 3. Quentin a récupéré la dernière connaissance qu'il pouvait récupérer. Et comme Clyde est décédé, il ne risque plus de la mettre en danger. Il doit donc maintenant se mettre en route pour affronter Cortane. Ramirez et lui prennent alors la route pour Mogonda. Arrivés là-bas, ils vont retrouver les mêmes résistants qui les ont aidés à libérer Clyde des années plus tôt. Malheureusement, la sécurité a été grandement renforcée et Cortane sera très difficile d'approche. Avec le temps, il s'est renfermé sur lui-même, il ne sort pratiquement plus de son dôme et il est devenu complètement paranoïaque.
Il ne reste qu'une entrée qui peut mener à Cortane, celle des fonctionnaires et des Hunters. C'est donc déguisé en Hunter que Quentin et Ramirez vont essayer de s'introduire dans le dôme de Cortane. Malheureusement, ils vont faire face à un nouveau problème. Lui, il se retrouve face à un Asclépios de 80 ans qui, au sommet de sa puissance administrative, reconnaît que les uniformes qu'il porte ont été démilitarisés il y a fort longtemps. Alors qu'ils sont à la porte du dôme de Cortane, ils se font donc intercepter et emprisonner. Et c'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Épisode 5 de la saison 3, Quentin et Ramirez se retrouvent face à Cortane pour la première fois depuis le sauvetage de Clyde et la désertion de Malone. Bon, on s'entend, Cortane y est très en colère. Imaginez juste le temps qu'il a mis pour récupérer sa précieuse épée sans sa clé humaine. Devant Cortane, Ramirez est libéré et il est forcé de l'affronter. C'est un Jetator et il n'a aucune chance. Cependant, est-ce que vous vous rappelez de la saison 1? Le premier Quickening dont Quentin a été témoin, vous vous rappelez? Lui. Il y avait 4 immortels, Ramirez, Quentin, Cortane et Steak Angus. Pourtant, un seul d'entre eux a reçu le Quickening. Et c'était Ramirez. Ainsi, plutôt que ce soit Cortane qui récupère la puissance de Ramirez, c'est Quentin qui absorbe le Quickening. Épisode 6 de la saison 3, on est à l'avant-dernier épisode. Et cette fois-ci, on a un épisode en 2 sections. La première est une partie un peu plus méditative, une partie où est-ce qu'on a un dialogue intérieur entre Quentin et Ramirez. Un petit peu comme dans le dernier film d'Harry Potter, si vous voulez. Mon idée ici, c'est d'utiliser Ramirez comme une métaphore. Tout au long de la série, il a représenté la sagesse et l'expérience. Et maintenant, pour affronter Cortane, Quentin doit devenir cette sagesse. La deuxième section de l'épisode va se concentrer sur la résistance qui essaie de libérer Quentin et Ramirez. Vous l'aurez deviné, il arrive trop tard pour Ramirez, mais ils vont sauver Quentin in extremis. Oui, il était encore un peu sonné par le Quickening, mais avant que Cortane arrive à le eh bien, la résistance arrive et l'extirpe de cette situation. Mais Quentin est à Magonda, il sait qu'il ne peut plus fuir et que Cortane l'attend. Dans l'épisode 7 de la saison 3, le dernier épisode de la série, Quentin va utiliser l'art de l'illusion et de l'holographie pour convaincre Cortane qu'il est déjà dans le dôme en train de l'affronter. C'est cette diversion, aussi fugace soit-elle, qui va permettre à Quentin de pénétrer dans le dôme pour affronter une bonne fois pour toutes le dernier immortel encore vivant. Enfin, à part lui. L'avantage oscille, parfois c'est Quentin qui prend le dessus, parfois c'est Cortane, mais éventuellement, Cortane utilise un fil électrique dénudé pour immobiliser Quentin. Vise le fort! Non! C'est à ce moment, alors que Quentin est sur le point d'être que la résistance arrive. Quentin n'est plus seul et c'est cette diversion qui lui donne juste le temps nécessaire pour se libérer. C'est donc encouragé par la voix de Ramirez que Quentin se débarrasse enfin de Cortane. La scène finale de la série se déroule sur la tombe de Clyde où Quentin promet à sa sœur qu'un jour, il la retrouvera. Il a remporté le prix promis au dernier immortel. Entre le pouvoir et la promesse d'une mort d'homme, Quentin a choisi de devenir mortel. Et ainsi, le monde est enfin libéré du joug des immortels. Bon, on s'entend, je le sais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à faire pour en faire une véritable série, j'ai pas vraiment de scénario, mais ceci, c'est le squelette d'une série au complet. En réalité, j'ai fait un espèce de condensé du travail de showrunner. Je sais, ça reste une ébauche, mais la base est là quand même. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette conclusion à la série Highlander, le dessin animé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Je prévois éventuellement faire une série de VCR vidéo créatives sur la scénarisation et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je suis toujours VHS et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va entamer une nouvelle série. Allez, à la semaine prochaine! C'est tout, l'épisode est terminé. Ah, il y a des vidéos aussi que vous pouvez aller voir.
Et c'est toujours pas du Queen, hein.